Très bien. Je vous propose qu'on commence notre conférence de presse. J'ai souhaité prendre la parole cet après-midi pour faire un point général de la situation du Covid-19 en Nouvelle-Calédonie. D'abord, en vous remerciant d'être présents cet après-midi, tous. Ça faisait 52 jours qu'il n'y avait pas de cas positifs en Nouvelle-Calédonie. On peut donc d'ores et déjà affirmer que le virus ne circule pas en Nouvelle-Calédonie. Je disais ça faisait 52 jours, puisque pas plus tard qu'aujourd'hui, une personne a été détectée positive en confinement à l'hôtel. Néanmoins, les tests qui ont été réalisés font apparaître une cicatrice infectieuse, c'est comme ça que ça s'appelle. Autrement dit, les résultats montrent que la personne en question aurait été infectée il y a plus d'un mois. Elle a subi un test PCR dans un premier temps, mais également un test sérologique, qui permet donc d'affirmer que c'est une personne qui aurait été contaminée il y a plus d'un mois et qui ne serait plus contagieuse aujourd'hui. Toutefois, le protocole a été mis en œuvre puisqu'elle a été transférée au CHT et sera suivie au CHT et ne pourra sortir que dès lors qu'elle sera totalement guérie. Autrement dit qu'il n'y aura plus de traces de virus dans son sang, avec 2 PCR, comme le veut le protocole, espacés de 48 heures, 2 PCR négatifs, espacés de 48 heures, avant de pouvoir rentrer chez elle. Et d'une certaine manière, cet événement conforte ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous assure, je n'ai pas fait exprès. Ça conforte dans le sens que ce que je souhaitais donc évoquer avec vous cet après-midi, c'est toutes les questions que se posent aujourd'hui les Calédoniens concernant à la fois nos mesures à l'entrée en Nouvelle-Calédonie, mais également toutes les mesures que le gouvernement met en œuvre depuis maintenant quelques semaines, et encore pendant quelques semaines, conformément à l'arrêté qui régit, conjoint avec le haut-commissaire, qui régit aujourd'hui le fonctionnement interne de la Nouvelle-Calédonie. Arrêté qui prévoit donc une échéance le 14 juin prochain. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, ce délai de 6 semaines qui a été pris en considération avait pour objectif de donner le temps au gouvernement et à ses directions, et en particulier sa direction sanitaire, de mettre en place un certain nombre de mesures pour améliorer notre capacité de détection d'un cas, mais surtout notre capacité de détection également des contacts de ce cas potentiel, et enfin de traitement de ces contacts. C'est l'objet d'une tournée que Madame Valentine Risuke, membre du gouvernement chargé du plan d'Okamu, a entamée cette semaine en collaboration avec Monsieur Didier Poidialiwan et Monsieur Jean-Pierre Djaoué, qui est en train de faire le tour donc, des diverses institutions calédoniennes, les provinces, les communes, mais également au sein des tribus en général, pour faire passer ce message de se préparer, de mettre en place les outils que je viens d'évoquer, qu'on qualifie au sein du gouvernement de prérequis au cas où, malgré tout ce qu'on fait pour à l'entrée, le virus entre en Nouvelle-Calédonie. Et donc ces prérequis sont de diverses natures. Le premier d'entre eux, c'est justement de s'appuyer sur les réseaux communautaires pour relayer les messages de prévention. Donc c'est tous les contacts auprès des tribus, comme je l'ai expliqué, avec la définition ou la détermination de référents Covid dans chacune des communautés. Deuxième prérequis consiste à mettre en place des points relais diagnostiques dans tous les centres médicaux sociaux du territoire, de la province Nord, de la province des Îles, de la province Sud, qu'au sein de chaque centre médical social, on puisse
procéder aux prélèvements nécessaires au test du Covid-19. Un autre prérequis a pour objectif de s'appuyer sur tout le personnel médical de ville, les médecins, les infirmiers, pour également relayer tous ces messages de prévention. On réfléchit avec la province Nord pour s'organiser pour qu'un site de test à proprement parler puisse être installé en province Nord avec l'appui de structures privées. Donc vous comprenez que l'idée c'est de permettre à chaque centre médico-social de procéder au prélèvement, mais l'objectif est également d'installer un centre de test en province Nord, donc en plus de celui qui existe aujourd'hui au CHT Gaston Bourré. On va essayer de s'appuyer donc sur des laboratoires d'analyse privés, comme je vous le disais, pour compléter tout ce dispositif. Tout ça a pour objectif de détecter au plus vite un cas positif potentiel. On est dans ce cadre-là. Mais en parallèle, on va travailler sur notre capacité à également définir les cas contacts de ce cas positif potentiel. Et pour cela, on va s'appuyer sur des techniques modernes. Vous savez que tout récemment, l'Assemblée nationale vient de valider le dispositif de Stop Covid, je crois que ça s'appelle, qui est un moyen de détection par GPS dès lors qu'il y a un accord des personnes individuelles. Dès lors qu'on détermine ces cas contacts, derrière, il faut absolument s'organiser pour pouvoir traiter ces cas contacts. Là aussi, ça fait partie des prérequis sur lesquels travaille Madame Rissuquet avec les autorités sanitaires de la Nouvelle-Calédonie, et donc déterminer des lieux d'accueil de ces cas contacts un peu partout sur le territoire. Donc on est bien toujours dans la logique de l'arrêté conjoint qui régit notre fonctionnement interne à la Nouvelle-Calédonie, d'être plus efficace dans la détermination d'un cas positif et d'être plus efficace dans la détermination des cas contacts et dans le traitement de ces cas contacts. Ça ne veut pas dire que la Nouvelle-Calédonie va lever les mesures à l'entrée en Nouvelle-Calédonie. Au contraire, on reste véritablement dans cet objectif d'empêcher l'introduction par tous les moyens, l'introduction du virus en Nouvelle-Calédonie. C'est ce qu'a expliqué monsieur le vice-président Gilbert Thuilliémans tout récemment dans la presse. On va poursuivre nos vols entre, d'une part, la métropole et d'autre part, l'Australie. Ça, c'est une réponse à une question qui devient un peu récurrente ces derniers temps. Les gens s'inquiétaient de savoir si les vols allaient s'arrêter, comme ça a pu être compris par une partie de la population après le 5 juin. Donc non, les vols vont se poursuivre après le 5 juin, mais toujours dans le cadre du protocole tel qu'il existe aujourd'hui, avec 14 jours à l'hôtel et une semaine supplémentaire à domicile. On réfléchit toutefois à des situations particulières, comme celle de Wallis et Futuna, qui est un territoire qui est Covid-free également, et avec lequel on pourrait imaginer d'assouplir ce protocole, puisque entre deux territoires exempts de circulation du virus, la question peut se poser de la pertinence de maintenir ces protocoles lourds à plus d'un titre. Tous ces sujets vont être discutés la semaine prochaine en collégialité du gouvernement pour qu'ensemble on arrête des décisions communes sur donc la pertinence de maintenir, je le disais, les protocoles d'entrée par rapport à des territoires qui seraient exempts de circulation du virus. Mais également, vous avez entendu récemment aussi des demandes fortes de la part d'entreprises qui s'inquiètent de la possibilité de faire venir des acteurs économiques essentiels à leur activité, des experts extérieurs, pour des durées courtes et de fait
avec des difficultés si on obligeait ces personnes à respecter les 21e telles qu'elles existent aujourd'hui. Donc là aussi, ça fait partie de notre réflexion. La direction des affaires sanitaires et sociales et les experts scientifiques se sont penchés sur cette question et doivent nous apporter quelques éléments de réponse, si possible, la semaine prochaine. Donc, tout ça pour dire que, pour être synthétique, nous allons maintenir nos vols, nous allons maintenir nos mesures spécifiques d'entrée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, mais nous réfléchissons, malgré tout, à des dispositifs pour tenir compte de certains cas particuliers. Et enfin, sur ce sujet du rapatriement ou de l'entrée sur le territoire, se pose aussi la question aujourd'hui des nouvelles modalités à mettre en œuvre. Je m'explique, vous le savez, jusqu'à maintenant, tout était gratuit. Même les vols qui étaient réalisés avaient des prix défiant toute concurrence. Mais surtout, ensuite, le traitement de la quatorzaine à l'hôtel, ici, en Nouvelle-Calédonie, était totalement gratuit. Demain, dès lors qu'on aura épuisé le stock des personnes à rapatrier, au sens strict du terme, qui avait été bloqué à l'extérieur, du fait de la situation sanitaire internationale, se posera la question de la facturation de ces prestations aux personnes futures qui souhaiteraient rentrer en Nouvelle-Calédonie. Et en particulier, au niveau des administrations, des entreprises, je le disais, qui auraient besoin de faire venir du personnel extérieur, il n'est pas illogique de penser qu'on facture à ces institutions et à ces entreprises le coût global que représente l'arrivée de ces personnes sur le territoire. Donc, tous ces sujets vont être évoqués, je le répète, la semaine prochaine en collégialité pour essayer d'avoir des réponses communes en la matière. Le dernier point que je souhaitais évoquer avec vous cet après-midi, puisque là aussi j'entends un certain nombre d'interrogations de la part des Calédoniens, concerne nos mesures économiques qui ont été mises en œuvre pour soutenir l'activité économique et surtout les emplois ici en Nouvelle-Calédonie. Je ne vais pas vous refaire la liste de tout ce qui a été fait avec les aides de l'État, les aides de solidarité de l'État pour les artisans et petites entreprises, les aides des différentes provinces également au bénéfice des entreprises qui les concernent, le gouvernement qui a décidé un dispositif de chômage partiel spécifique, qui a permis également à certaines entreprises qui le souhaitaient de reporter leurs charges sociales, leurs charges fiscales, enfin bon. Vous connaissez tout ce dispositif qui existe, qui va exister jusqu'au 31 mai. Il a été prolongé jusqu'au 31 mai prochain. La question se pose aujourd'hui de prolonger une partie de ce dispositif ou de nouvelles modalités de soutien au-delà du 31 mai, mais au bénéfice des secteurs uniquement, des secteurs durablement impactés par la crise sanitaire. Donc cette réflexion est en cours. De nombreux échanges ont lieu entre les différentes directions de la Nouvelle-Calédonie et les différents cabinets du gouvernement concerné, de M. Christopher Giget, de M. Jean-Louis d'Angleberne, de M. Johan Le Courrieux. Tout le monde travaille sur le sujet et également donc des propositions devront être faites la semaine prochaine en collégialité pour qu'une décision soit prise en la matière. Donc le principe étant, ce que je souhaitais vous dire cet après-midi, c'est que le gouvernement donc, a l'intention, envisage de nouvelles mesures de soutien au bénéfice de ces entreprises durablement impactées par la crise du Covid-19. On pense bien sûr au transport au sens large, qu'il soit aérien ou terrestre pour les petits transporteurs, des croisiéristes par exemple. On pense à tout le secteur touristique en général, aux agences bien sûr de voyage, enfin voilà, toutes ces sociétés dont on sait que l'impact de la crise sanitaire va perdurer dans le temps et on va réfléchir à les aider à passer malgré tout cette crise dans les, j'allais dire les meilleures conditions ou les moins mauvaises conditions pour qu'ils puissent survivre et reprendre une activité normale le jour où ça sera possible.
Ce sont les 3 points donc, que je souhaitais évoquer avec vous cet après-midi. Bien sûr, je suis ouvert à toutes vos questions et j'essaierai d'y répondre. Mais pour peut-être résumer une dernière fois ce que je souhaitais vous dire cet après-midi, c'est vraiment les vols vont se poursuivre, que les Calédoniens se rassurent. On reste dans une logique de priorité, telle qu'elle a été définie depuis le début. Priorité donc de difficultés de santé, de personnel de santé, de difficultés financières, d'étudiants qui doivent réaliser des stages ou d'étudiants qui ont fini leur cursus. Toutes ces personnes-là feront l'objet d'un rapatriement, d'un retour en Nouvelle-Calédonie. Et je souhaite vraiment rassurer la population calédonienne dans ce sens. Et en matière économique, je le disais, on réfléchit à ces outils pour permettre encore un soutien à notre activité économique, aux emplois concernés surtout, des entreprises les plus impactées ou les plus durablement impactées. Et tout cela en préparant au mieux, malgré tout, l'éventualité d'une introduction du virus en Nouvelle-Calédonie. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis ouvert à vos questions. Monsieur le Président, 2 questions. Jean-François Baudin, Radio Rythme Bleu. La première, c'est est-ce que la découverte de ce cas vous oblige à réfléchir sur les mesures qui vont être prises pour la fin du confinement en Calédonie? Je ne parle pas de tout ce qui est arrivé, transport, et on a bien compris ce que vous avez dit, mais plutôt sur les compétitions sportives et tout ce qui n'est pas encore possible. Et deuxième question, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place spécifiquement pour les étudiants qui voudraient rentrer? On a l'impression qu'il y a un peu de flottement autour de cette question. Alors, sur la première question, cette situation a été envisagée depuis le début. C'est l'intérêt même des quatorzaines que nous avons mis en place. Envisager le cas où un cas importé arrivait en Nouvelle-Calédonie et pouvoir donc le maîtriser avant qu'il ne se diffuse sur le territoire. Donc c'était par définition pour ce genre de situation que notre système à l'entrée de la Nouvelle-Calédonie a été mis en place. Donc il ne va pas influencer la suite des événements. La suite des événements va être influencée plutôt par le travail des prérequis que j'ai listés tout à l'heure. L'objectif étant d'être vraiment le moment où on considérera être prêt par rapport à tous ces prérequis pour gérer l'éventualité d'eux, qu'on pourra peut-être, très certainement même, envisager d'assouplir encore plus, même si très objectivement aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose à assouplir, mais au moins les compétitions sportives, qu'on pourra envisager donc d'assouplir davantage les mesures internes à la Nouvelle-Calédonie. Donc ce n'est pas ce cas-là qui va changer les choses, encore une fois, c'est vraiment plutôt le travail des prérequis qui est la base finalement de ce choix qui sera fait au-delà du 14 juin, c'est de ça dont on parle. Voilà. Sur la deuxième question qui concernait les étudiants, d'ores et déjà aujourd'hui, des étudiants sans rentrer en Nouvelle-Calédonie. Mais ce que peut-être, le message peut-être qui n'a pas été suffisamment clair visiblement, c'est qu'on priorise nos étudiants. Et en définitive, ceux qui rentrent en Nouvelle-Calédonie sont des étudiants qui soit ont des stages à faire dans le cadre de leur formation, soit arrivent en fin de cursus et rentrent chez eux à l'issue de leur formation. Ceux-là, d'ores et déjà, certains d'entre eux sont sur le territoire déjà depuis quelques jours. Par contre, les étudiants qui demandent à rentrer en Nouvelle-Calédonie pour passer leurs vacances d'été comme c'était prévu avant la crise du Covid-19, ceux-là aujourd'hui ne sont absolument pas considérés comme prioritaires. Les choses elles sont claires, donc on fera en sorte pour ceux qui en ont besoin ou ceux qui ont fini leur cursus qui reviennent. Les autres, ce n'est pas du tout une priorité du gouvernement. Et on va d'abord régler les urgences, les priorités, et on envisagera pour la suite, dans le cadre des vols futurs que je viens d'évoquer là, la situation de ces étudiants-là. Bonjour, Pierrick Châtel, des Nouvelles-Calédoniennes. Tout à l'heure, vous avez évoqué la prise en charge de la quarantaine dans les hôtels. Jusqu'à présent, est-ce que vous savez ce que cette quarantaine a coûté à la Calédonie, dans la mesure où c'est la Calédonie qui a pris en charge le coût de ces nuitées? Globalement parlant, tout le dispositif d'entrée en Nouvelle-Calédonie
représente une somme globale de près de 2 milliards aujourd'hui. On estime qu'elle représentera en finale 2 milliards 400 millions. Et je dis bien globalement parlant. Ça veut dire que ça y intègre les réquisitions de RKLin. Ces RKLin, il faut bien quand même les financer. Ils ne volent pas gratuitement. Les réquisitions des hôtels, bien sûr. Tous les frais de restauration. Tous les frais de nettoyage de ces hôtels. Donc c'est vraiment, globalement, cette enveloppe aujourd'hui est estimée, représente un peu moins de 2 milliards, et on estime à 2,4 milliards le coût global dès lors qu'on passerait à un autre dispositif. J'ai une autre question qui concerne de gros sous, je suis désolé. Le coût de l'emprunt qui a été contracté auprès de l'Agence française de développement va forcément devoir être supporté d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai une question toute simple, est-ce que les impôts vont augmenter? Je m'attendais à cette question. Le coût de l'emprunt en question, donc je le rappelle, un emprunt de 28,6 milliards qui a été contracté auprès de l'AFD grâce à une garantie apportée par l'État à un taux de 1,48% sur 25 ans avec 2 ans de différé. Et 2 ans de différé, c'est important. C'est justement le temps laissé à la Nouvelle-Calédonie pour s'organiser, pour trouver les ressources nécessaires au remboursement de cette dette qui va représenter à peu près 1,5 milliard par an pendant le reste du prêt. Et trouver les ressources nécessaires, ça ne veut pas forcément dire une augmentation d'impôts. Mais ça ne veut pas forcément dire non plus pas d'augmentation d'impôts. Ça veut dire qu'il y a une vraie réflexion de fond que la Nouvelle-Calédonie va mener. Ça a fait l'objet d'une annexe à la convention que nous avons signée avec l'AFD, où on a listé justement tous les sujets sur lesquels le gouvernement s'est engagé à travailler et surtout à soumettre au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et dans tous ces sujets, vous avez à la fois des recherches d'économies de dépenses, avant d'envisager d'augmenter nos impôts, nos recettes par des impôts. Je pense qu'on a le devoir d'abord de rechercher les économies potentielles que nous pouvons faire. Et ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que finalement cette crise nous a ouvert les yeux sur pas mal de choses au sein du fonctionnement global des directions de la Nouvelle-Calédonie. Et permet d'envisager une réduction de notre masse salariale relativement importante. Et c'est un travail qu'a d'ores et déjà entamé le secrétaire général et le secrétaire général adjoint de la Nouvelle-Calédonie auprès de tous les directeurs de la Nouvelle-Calédonie pour aller chercher ces économies de masse salariale au sein de l'institution globale. Mais c'est aussi un constat que des outils finalement numériques qui ont été utilisés pendant cette crise ont permis d'améliorer nettement la productivité de nos agents qui sont restés en activité. Donc finalement, encore une fois, cette crise nous a ouvert les yeux sur plein de choses et permet d'envisager une recherche d'économie non négligeable au niveau des comptes de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ça sera suffisant? Je ne le pense pas, très honnêtement. Mais peut-être que je m'avance un peu trop cet après-midi. En parallèle, donc, il y a un vrai travail de fond qui va être mené quand même sur notre système fiscal en général, à tous les niveaux, à la fois dans les niches fiscales qui existent aujourd'hui et qui sont assez nombreuses, faut le reconnaître, mais aussi dans notre fiscalité existante, en profitant de l'occasion. Mais c'était ce qui était prévu, rappelez-vous, dans ma déclaration de politique générale, c'était envisagé, je l'avais annoncé, que le gouvernement allait travailler sur une loi de programmation fiscale avec l'objectif de simplification de cette programmation fiscale et de soutien à l'activité économique et à l'emploi en Nouvelle-Calédonie. Là, d'une certaine manière, c'est encore plus prégnant, finalement, que ça ne l'était déjà avant la crise, si on est face à cette dette et à ce remboursement nécessaire. J'ai une question d'ordre juridique maintenant. La loi d'urgence sanitaire n'a toujours pas été modifiée pour s'adapter aux mesures spécifiques calédoniennes.
Donc concrètement, est-ce que, concrètement, les mesures relatives à la quarantaine en Calédonie sont contestables? Est-ce que vous avez déjà constaté des recours de la part de rapatriés sur ces textes qui concernent la quarantaine? Alors, au jour où on se parle, non. Il n'y a eu aucun recours, et j'en profite pour remercier les Calédoniens concernés et leur esprit civique, d'une part. D'autre part, vous avez raison, aujourd'hui la loi nationale n'a pas été modifiée, malgré la demande que nous avons formulée, le président du Congrès et moi-même, auprès du Premier ministre par écrit, fin de semaine dernière, pour faire évoluer donc les dispositions du texte pour garantir le dispositif local d'entrée en Nouvelle-Calédonie. La loi n'a pas été modifiée, mais ça ne nous a pas empêché, quand même, je le rappelle, de ne pas modifier notre dispositif. En concertation étroite avec le haut-commissaire, on en a parlé, on a réfléchi à quelques adaptations, en particulier un engagement de la part de chaque passager avant d'embarquer. Mais le dispositif global de 14 jours à l'hôtel et 1 semaine à domicile reste le dispositif mis en œuvre malgré cette loi nationale. Je reste, moi, attaché à ce que le Premier ministre m'a dit personnellement, quand je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours, d'une part, ce qu'il a même dit devant l'Assemblée nationale au moment d'une question au gouvernement qui a été posée sur le sujet, qu'il était dans la perspective de faire évoluer les dispositions de cette loi. Je sais, comme vous le savez, que le Sénat, pas plus tard qu'hier soir, donc, a rejeté la proposition d'amendement qui avait été déposée par un sénateur, mais c'est un rejet plus de forme que de fond. C'est-à-dire que ça a été un rejet du fait de l'utilisation d'un cavalier législatif, ce que ne souhaite plus le Sénat. Donc ça veut tout simplement dire qu'il va falloir envisager une loi spécifique. Et je reste donc, je le dis, sur les propos que m'a tenus personnellement le Premier ministre, qui a bien l'intention de faire en sorte que les choses évoluent et que la quatorzaine stricte à l'hôtel, ne soit plus du tout remise en cause ou plus susceptible d'être remise en cause par un recours quel qu'il soit. Au début de votre intervention, vous avez évoqué la mise en place d'un centre de test à Koné. Est-ce que vous avez effectué un retour d'expérience, ou un débrief, je ne sais pas comment on va appeler ça, sur ces deux fameux cas faux positifs et faux négatifs, pour éviter à l'avenir que ce genre d'erreur ne se reproduise, dans la mesure où en plus ça a conduit à placer la Calédonie en confinement pendant 1 mois? Oui. Sur l'aspect technique des choses, je pense que vous devriez poser la question au CHT. Je ne suis pas un expert en épidémiologie et en tests épidémiologiques. Donc c'est eux qui pourraient éventuellement répondre à votre question sur cet aspect technique. Je profite finalement de votre question pour répondre à certaines critiques de certaines personnes critiquant le fait qu'avec le haut-commissaire, nous ayons pris la décision de procéder à un confinement strict de la population sur la base de ces tests. Juste rappeler à ces personnes qu'au moment où cette décision a été prise, quelques jours avant, nous avons décidé ça le 23 mars. Je rappelle quand même le 21 mars, où on avait déjà nos 18 cas en Nouvelle-Calédonie, 13 cas importés et 5 cas contacts déjà en Nouvelle-Calédonie. Il y avait eu un communiqué, il me semble, un communiqué de la part de l'interpatronale, des représentants des partenaires sociaux, demandant rapidement la mise en place d'un confinement strict de la population. Première chose. Deuxième chose, le 23 mars, quand on a eu les résultats de ces tests, ils étaient positifs et ils étaient positifs. Donc c'est facile maintenant de nous reprocher d'avoir pris une décision sur un élément dont on a eu connaissance que 4 semaines plus tard. Quand même. Mais encore une fois, on était déjà dans un début d'entrée du virus en Nouvelle-Calédonie. Nous avions 5 cas contacts en Nouvelle-Calédonie. Et donc, la décision de confinement strict de la population,
c'est toujours facile de refaire l'histoire a posteriori, mais elle était déjà en discussion. Elle a été effective immédiatement après le jour où on a appris, même pas après le jour, pardon, où on a appris ce cas positif, mais elle était déjà, je peux vous le dire, en discussion au sein du gouvernement, compte tenu de ces cas contacts qui étaient apparus. Donc ça n'a fait qu'accélérer finalement les choses, et encore une fois, ça les a accélérés sur une information qui était celle-là au moment où la décision a été prise. J'ai une dernière question d'ordre plus politique. Le FLNKS a dénoncé une instrumentalisation de la communication autour de la gestion de cette crise et je cite la fin de la collégialité au gouvernement que vous présidez. Est-ce que vous avez un commentaire ou quel est votre sentiment par rapport à ces déclarations? Alors, pour l'une et l'autre de ces remarques, je suis extrêmement surpris. Concernant la communication, le fait d'avoir phagocyté la communication, enfin, vous l'avez vu, vous étiez présent à chacune des conférences de presse qui ont été organisées pendant cette crise. Quasiment tous les membres du gouvernement se sont exprimés à un moment donné ou à un autre, sur un sujet qui les concernait plus que d'autres. Madame Risuke s'est exprimée en matière de sanitaire. Monsieur Poadjaliwan s'est exprimé concernant les coutumiers. Monsieur Tuyenan s'est exprimé sur la question des transports. Monsieur Giget s'est exprimé sur la question économique. Madame Chamorro sur la question de l'enseignement. Tout, Monsieur Vaimouamouyava sur la question du confinement. Tout le monde, quasiment, s'est exprimé pendant la gestion de cette crise. Donc quand on me dit qu'on a phagocyté la parole, je suis très surpris. Et c'est lié au reproche qui est fait d'une collégialité, quel était le terme qui était utilisé? Voilà. À partir du 23 mars 2020, le gouvernement collégial s'est réuni tous les jours, y compris les samedis et les dimanches, pendant plusieurs semaines. Au bout de 4 semaines, on a souhaité ne plus se réunir le dimanche. Et depuis 2 semaines, depuis 3 semaines, nous nous réunissons 3 fois par semaine. Quand on sait ça, comment peut-on me dire que la collégialité n'a pas été mise en œuvre dans la gestion de cette crise? En tout cas, moi, j'ai du mal à l'entendre. Ou sinon, il faut qu'on m'explique. Parce que là, je ne sais pas comment il faut faire si le fait de se réunir tous les jours, de donner son avis tous les jours, tous, les 11 membres du gouvernement que nous sommes, sur chaque sujet, de décider ensemble, et dans 99% des cas de manière consensuelle, comment peut-on aujourd'hui me reprocher que cette collégialité n'a pas été mise en œuvre? Je ne peux pas le comprendre. Enfin, j'y arrive pas à le comprendre. Vous dites que les décisions ont été prises de manière consensuelle. Est-ce qu'il y a eu des divergences qui ont été des différences de point de vue fortes qui ont été exprimées entre les membres des différentes tendances? Il y a forcément, dans ce genre de situation, de gestion de situation, de crise, il y a forcément des avis qui peuvent être différents. Mais alors, à aucun moment, c'est mon sentiment, je n'ai pas senti de divergence profonde. Il y a eu des discussions sur certains sujets, je ne le nie pas, mais je n'ai pas senti, encore une fois, de divergence. Permettez-moi de profiter de cette question parce qu'il y a un autre bruit là, qui court en ce moment, où c'est finalement l'État qui décide tout seul, et que nous sommes les supplétifs. Excusez-moi, je suis un petit peu dur dans mes propos, de l'État. Dans l'organisation qui a été mise en place, la collégialisée se réunissait, je le répète, tous les jours à 16h30. Et tous les jours à 18h, pendant un certain temps, après ça s'est un peu plus espacé, nous avions ce qu'on appelle la DO, la direction des opérations, à laquelle participaient le vice-président du gouvernement, M. Gilbert Tuyenan, et moi-même, au titre du gouvernement, le haut-commissaire, la présidente de la province sud et les 2 présidents, Jacques Lallier
et Paul Néaoutine. Et le vice-président et moi-même étions chargés de remonter à la DO les positions du gouvernement collégial. Et j'ai aucun souvenir d'une position du gouvernement collégial qui n'ait pas été prise en considération par la DO et par les mesures qui ont ensuite été formalisées dans nos arrêtés communs avec le haut-commissaire. Voilà. Il faut que les Calédoniens le sachent. La réalité, c'est ça. Oui, Claudine Berry, l'AFP. Je voulais juste faire un point sur les opérations de rapatriement. En fait, il reste combien de résidents calédoniens à rapatrier? Jusque quand ont duré les opérations? Et ensuite, quand l'hébergement en hôtel sera facturé, vous disiez aux administrations et aux entreprises, mais je suppose aussi aux individus qui voudront venir en Nouvelle-Calédonie. Et dernier point, on parlait de 250 000 francs pour le forfait justement hôtelier. Est-ce que c'est à peu près cette somme que le gouvernement envisage de demander? Pour répondre à la dernière question, les choses ne sont pas du tout encore arrêtées puisque les calculs sont en cours et surtout des appels d'offres vont être menés puisque en parallèle de tout ce travail, il y a aussi un travail de privatisation, je vais dire ça comme ça, du dispositif avec des sociétés spécialisées. Donc le montant, pour l'instant, n'est pas établi au jour où on se parle. Sur les derniers éléments dont nous avons eu communication parlent encore de 511 personnes sur les 2283 qui avaient été établis au 14 avril dernier. Il resterait encore 511 personnes qui seraient en attente de retour en Nouvelle-Calédonie. À ces 511 personnes, plus de 1000 personnes supplémentaires se sont inscrites sur le site du rapatriement, dont plus de la moitié d'étudiants après le 14 avril dernier. Et donc, pour aller au bout de la réponse à votre question, c'est la réponse que je vous ai donnée tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure que des vols allaient se poursuivre. Et j'ai entendu certains penser que le 5 juin serait le dernier vol. Je vous l'ai dit, il continuera à y avoir des vols. Le 5 juin était la date qui était prévue d'être le dernier vol pour les 511 personnes. Mais il est probable que ce soit un peu plus tard. Tout cela est encore en cours de précision. Mais en finale, à mon sens, c'est pas fondamental, puisqu'on continuera à avoir des vols et que les priorités seront toujours les mêmes. Et qu'au-delà du 14 avril, des personnes qui se sont inscrites le 14 avril, il faudra bien, malgré tout, faire venir les personnes essentielles, les personnes médicales, les professions médicales, des étudiants en fin de cursus scolaire, enfin c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais on avait besoin d'avoir une jauge. Et la jauge, elle s'était arrêtée au 14 avril, et sur cette jauge, il en reste encore 511 qui restent à rentrer au pays. Georges Joureau pour Océane FM. On a parlé bien sûr de ce forfait qui serait donc mis en place pour les personnes qui viendraient après donc, ce rapatriement officiel. On vient d'en parler. Comment ça va s'effectuer? Je ne parle pas du montant. Est-ce que ça va être inclus au départ dans le billet, puis les gens vont payer petit à petit? Comment ça va fonctionner? C'est toutes ces questions-là qu'on se pose, ouais. Monsieur Georges. On est très probablement, mais encore une fois, je m'avance peut-être un peu trop, puisque c'est la collégialité de la semaine prochaine qui va se pencher sur toutes ces questions et apporter, j'espère, les réponses à toutes ces questions. Très probablement que, je le disais tout à l'heure, les administrations, les entreprises qui auront besoin de faire venir du personnel, que ce soit du personnel médical, des enseignants ou des experts dans des domaines spécifiques, très probablement que ceux-là seront facturés en totalité. Quand je dis en totalité, c'est à la fois des billets d'avion normaux et une facturation complète du coût de séjour de 14 jours à l'hôtel. Pour les autres Calédoniens qui rentreraient en Nouvelle-Calédonie ou qui souhaiteraient revenir en Nouvelle-Calédonie, les billets d'avion sont susceptibles d'être facturés normalement, comme ça aurait été le cas s'il n'y avait pas eu de crise. D'accord ? Par contre, la question se pose sur l'hébergement, la quatorzaine. La question se pose.
Et plusieurs opinions s'expriment en la matière. Et ça va se discuter donc en collégialité la semaine prochaine. Une autre question, ce sera d'ailleurs ma dernière. Un communiqué est arrivé ce matin dans les rédactions de l'UGPE qui condamne notamment la position du gouvernement sur le traitement justement des étudiants rapatriés qui se retrouvent pour certains confinés, sans argent, sans habitation à Roissy-Charles de Gaulle à l'heure où nous parlons. Est-ce que vous avez des précisions à donner? Parce que c'est vrai que ça est en train de faire une grosse polémique là-dessus. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Que c'est une polémique. Puisque depuis le début, le gouvernement a été clair dans son propos en parlant donc de ces étudiants qu'on allait faire revenir pour faire des stages, pour fin de cursus, et que par contre, ceux qui étaient susceptibles, qui souhaitaient revenir pour des vacances, on leur a conseillé depuis le début de rester où ils se trouvaient, d'une part. D'autre part, la Maison de la Nouvelle-Calédonie est extrêmement réactive en la matière. Elle a déjà aidé plusieurs de ces étudiants qui, malgré tout, se sont retrouvés dans des situations compliquées. Perte de logement, la Maison de la Nouvelle-Calédonie est à la disposition des étudiants de la Nouvelle-Calédonie pour justement faire face à ce genre de situation. Mais vous l'avez compris, hein, l'objectif est de limiter quand même encore aujourd'hui l'arrivée de personnes en Nouvelle-Calédonie qui peuvent se gérer autrement. C'est le cas donc de ces étudiants qui sont en vacances, c'est le cas de Calédoniens qui vivent ailleurs qu'en Nouvelle-Calédonie et qui peuvent continuer à vivre ailleurs qu'en Nouvelle-Calédonie le temps que la crise passe. C'est ça l'objectif, c'est vraiment de limiter l'arrivée des personnes venant de pays contaminés pour éviter le risque d'entrer sur le territoire du virus du Covid-19. On est toujours dans la même philosophie. Il ne s'agit pas de pénaliser qui que ce soit. Il s'agit au contraire de protéger la population calédonienne. Ça, c'est notre rôle. Et donc tous ceux qui peuvent rester où ils se trouvent, qu'ils restent où ils se trouvent. Si ça doit obliger quelques jeunes Calédoniens à passer les 2 mois finalement là où ils se trouvent plutôt qu'au sein de leur famille, il y a des cellules psychologiques qui sont aussi à leur disposition, qui peuvent les aider, parce que certains peuvent avoir un peu de difficulté quand même. Je répète, il y a la Maison de la Nouvelle-Calédonie qui peut apporter des aides, qui peuvent les aider face aux situations auxquelles ils sont confrontés. Il faut qu'ils restent là où ils se trouvent. Oui, Bernard Lassos pour NC Première. Alors c'est pour rebondir à la question de mon confrère des Nouvelles tout à l'heure. Le coût du prêt ou de l'emprunt de la Nouvelle-Calédonie auprès de l'État peut s'estimer, a été estimé en tout cas dans la lettre ouverte de Daniel Goa, à plus de 5 milliards 3 d'intérêts, c'est peut-être beaucoup plus. Et il parle d'un État-providence, la France qui n'en serait plus un, mais qui ferait aussi de bonnes affaires sous le dos de la Calédonie. Qu'est-ce qu'apporte cette question, M. Lassos? C'est pour savoir quel est le... Oui, non, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris la question, M. Lassos. Mais quel est l'intérêt de cette question? L'intérêt de cette question, c'est de promouvoir la polémique qui aujourd'hui a lieu de la part de M. Goa. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans cette polémique. Je l'ai dit, je vais le redire, ça va vous faire plaisir. Si l'État n'avait pas été là, ne nous avait pas prêté cette somme-là, nous n'aurions pas pu sauver les emplois concernés en Nouvelle-Calédonie. Voilà, comme ça, M. Goa il va pouvoir réagir à mes propos, M. Lassos, et peut-être que ça vous fera plaisir. Ça n'a aucun intérêt de dire ça. La réalité, c'est celle-là. On n'aurait pas eu ce prêt. À aucun moment, nous aurions pu mettre en place notre dispositif de chômage partiel. À aucun moment, nous aurions pu sauver des familles calédoniennes qui se seraient retrouvées dans des situations extrêmement compliquées. C'est un prêt. Il va falloir le rembourser, pour l'instant, demain. Mais je ne perds pas de vue aussi des discussions à venir qu'on pourrait avoir avec l'État
tout parti confondu en l'occurrence, hein, y compris indépendantistes, pour transformer une partie de ce prêt en subvention de l'État un jour. Ça a été sous-entendu dans une des réponses du Premier ministre. Donc ça sera forcément évoqué, très probablement à l'occasion d'un comité des signataires futur. Donc, mais la réalité, c'est celle-là quand même. Si on n'avait pas eu ces sommes, nous n'aurions pas pu mettre en place les dispositifs de soutien à l'économie et à l'emploi que nous avons mis en place. Alors, il est vrai que justement, à l'occasion de ce prêt, la Nouvelle-Calédonie et le gouvernement calédonien est obligé de donner un petit peu la situation financière du territoire. Et que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat ont effectivement répondu favorablement à cette demande de prêt parce que, disait-elle, la situation est très très tendue et que la Nouvelle-Calédonie menace de ne plus pouvoir faire face à ses dépenses courantes. Quand vous êtes confronté à cette crise, Monsieur Lassos, et que vous avez effectivement plusieurs milliards de recettes fiscales en moins dans vos caisses par rapport au budget que vous avez envisagé au départ, que vous avez plusieurs milliards de cotisations sociales en moins dans les caisses de la CAFAT pour financer notre système de santé, que vous avez des personnes qui risquent de se retrouver au chômage parce que leur entreprise ne fonctionne plus et qu'on met en place un dispositif de chômage partiel pour leur permettre de garder malgré tout leur travail le temps de la crise et de retrouver ensuite un travail normal le lendemain et avec un dispositif de chômage partiel qui leur maintienne un niveau de revenu qui leur permette de vivre décemment. Quand vous avez tout ça face à vous, c'est normal que la Nouvelle-Calédonie se retrouve dans une situation financière compliquée. Juste vous dire que le compte administratif de la Nouvelle-Calédonie va être présenté au gouvernement mardi prochain, avant d'être présenté au Congrès dans les jours qui viennent. Ce compte administratif 2019, nous avons été élus en juillet 2019, montrait une amélioration par rapport au compte administratif 2018. Et les premiers chiffres que nous avions de nos recettes fiscales, de nos cotisations sociales du premier trimestre 2020, donc avant la crise sanitaire, étaient plutôt encourageants. Mais la réalité, c'est celle-là. C'est qu'on a été confronté à une crise sanitaire mondiale qui a eu un impact économique mondial, bien sûr, mais surtout en Nouvelle-Calédonie, qui a provoqué une baisse de nos recettes fiscales, une baisse de nos cotisations sociales. Et effectivement, dans ces conditions, il a fallu chercher des financements, d'où le prêt que nous avons contracté avec l'AFD. C'est ça la réalité, je ne vais pas vous dire le contraire. Et c'est logique. Vous ne pouvez pas imaginer que la Nouvelle-Calédonie ne soit pas impactée d'aucune manière par le virus qui circulait partout dans le monde. Juste pour préciser, le taux d'intérêt de 1,48 semble, par rapport à certains taux d'intérêt qui sont en cours sur des prêts bonifiés, voire des très très bonifiés, inférieurs souvent à 1%, peut-être était-ce la problématique et du moins la raison pour laquelle M. Goa avait qualifié que l'État faisait des bonnes affaires. Démontrez-le-moi ça, M. Lassos. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous venez de dire. Le taux de 1,48% est un taux qui a été d'abord bien négocié. On a réussi à le réduire et à atteindre 1,48%. Et au jour où on se parle, 1,48%, si vous trouvez d'autres prêts à 1,48%, je suis preneur. Donc, il n'y a pas de souci, dites-le moi, si vous en avez. À 28 milliards, quand même. Oui, excusez-moi. Tout à l'heure, vous avez évoqué un appel d'offres pour, dans le cadre de la sous-traitance de la prise en charge de la quatorzaine dans les hôtels. Est-ce que ça veut dire que c'est une piste qui est envisagée, est-ce que vous pouvez être plus explicite sur ce point? C'est effectivement une piste qui est travaillée. L'objectif étant de professionnaliser encore plus le dispositif qui a fonctionné jusqu'à maintenant, en particulier grâce à des volontaires, même si, il faut le souligner, il y a eu un travail extraordinaire de la part de ces volontaires. Mais parmi ces volontaires, vous avez aussi des agents d'institutions, d'administration, qui maintenant vont devoir reprendre leur activité à proprement parler, ou des agents du privé qui, pendant une période, étaient disponibles, mais le seront moins demain. Donc on est effectivement dans cette recherche de sociétés spécialisées, ou en tout cas
qui bénéficieront d'une formation spécifique pour traiter les choses qu'ils auront à traiter, mais en situation sanitaire particulière. Et donc, il y aura des appels à concurrence et des appels d'offres qui vont être lancés en conséquence. Oui. C'est bon? Très bien. Merci beaucoup. J'espère avoir répondu à vos questions. Merci. Bonne fin de journée.